J'aime la chasse, l'émission qui défend la chasse et la ruralité. Bonsoir à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle émission. J'ai le plaisir ce soir d'être accompagnée de notre rédacteur en chef, Denis Plat. Bonsoir Denis. Oui, bonsoir Amélie, bonsoir Patrick. Et comme vous l'avez compris, nous avons le plaisir ce soir de retrouver Patrick. Bonsoir Patrick. Bonsoir à tous. Bon Patrick, avant de démarrer les actualités, je te propose qu'on fasse un petit point sur notre salon virtuel de la chasse qui se tiendra du 23 au 25 avril. Et je voulais savoir si tu pouvais nous en dire un petit peu plus sur comment cela se passe pour les exposants. Eh bien, on est à moins d'un mois maintenant du salon. Ça avance bien. On a commencé à ouvrir les stands, c'est-à-dire que maintenant les exposants peuvent prendre en main leur stand, l'habiller, le remplir, etc. avec la plateforme. Donc on les accompagne évidemment au quotidien pour que ce soit simple, hein, c'est nouveau, donc forcément il faut les briefer un peu. Et on va ouvrir notre stand en avant-première aux exposants la semaine prochaine, comme ça ils pourront vraiment comprendre le fonctionnement. On se fait un petit apéro. Ah, lundi, ça on se retrouve 1er tous. Avril, jeudi 1er avril, ce n'est pas une blague. On se fait un petit apéro pour montrer que le salon c'est convivial et on profitera de ce moment privilégié pour montrer exactement comment ça marche et toutes les fonctions de ce salon digital de la chasse. Bon, super. Et est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur comment ça va se passer par rapport aux visiteurs ? Les visiteurs, ils peuvent d'ores et déjà se préinscrire sur le site. Il y en a un certain nombre qui l'a fait. Il suffit de se rendre sur le site et de se préinscrire et très rapidement on va pouvoir basculer avec les inscriptions définitives. Je rappelle que c'est complètement gratuit pour les visiteurs, donc n'hésitez pas à aller vous inscrire. C'est sur salonjlc.com. Ok, bon super. Allez, on démarre les actualités de la chasse et de la ruralité. Au sommaire de l'émission de ce soir, Genève, le fameux canton sans chasse, va tirer des cerfs ou pas ? Nous parlerons du présentateur Nagui qui tacle à nouveau les chasseurs. Un sondage du Point à propos de la chasse donne des résultats qui ne sont pas ceux espérés. Un accident de chasse donne l'occasion aux animalistes de se déchaîner. Chasser avec une moissonneuse-batteuse est interdit. Patrick nous dira ce qu'il a pu lire sur les réseaux cette semaine. Denis, quant à lui, nous dira ce qu'il a pu lire dans les médias cette semaine. Denis terminera cette émission avec son livre de la semaine et nous parlera du livre de José Ortega y Gasset qui s'appelle « De la chasse ». Nous sommes ensemble pendant 1 heure. C'est parti. Denis, on démarre ces actualités avec le canton de Genève, ce fameux canton sans chasse. Oui. Alors, canton sans chasse depuis 74, comme on dit là-bas, 1974, suite à une votation. Sans chasse, mais pas sans régulation, parce que évidemment, que s'est-il passé depuis l'arrêt de la chasse ? Bien, certains animaux ont proliféré, et évidemment, il a fallu intervenir pour limiter la prolifération et les dégâts qu'engendre cette prolifération sur les forêts et sur les cultures. Parce qu'il y a aussi un peu de culture sur le canton de Genève. On voit à l'écran ce qu'est le canton de Genève. On voit que sa superficie n'est pas immense, 28 200 hectares exactement, dont 10 000 hectares de forêt, 10 000 hectares de culture, et 3 000 hectares de forêt. Voilà ce qu'est le canton de Genève exactement. C'est très urbain. C'est très très urbanisé évidemment. Pourquoi parler du canton de Genève ? Que se passe-t-il dans le canton ? Eh bien, il y a des cerfs aussi dans ce canton. Peut-être pas autochtones, peut-être viennent-ils de France ou du canton de Vaud, qui est voisin. Mais en tout état de cause, il y en a quelques-uns. En particulier dans le bois ou la forêt de Versoix, qui se situe au nord-est du canton de Genève, limitrophe du canton de Vaud. Et là, comme le dit lui-même le chef des gardes de l'environnement du canton, il y en a trop, leur population a doublé, et la conséquence, c'est que la forêt en pâtit. L'abrutissement des jeunes pousses est trop important, la forêt ne se régénère pas, comme dirait Franck Allais, que j'aime bien sur Twitter, et oui Jean-Kévin, la nature ne s'auto-régule pas. Donc il faut envisager quelque chose. Qu'est-ce qui a été envisagé ? C'est une régulation
par les gardes de l'environnement, on envisage de tirer une dizaine de cerfs chaque année. Il faut noter que même l'ancien, je dirais, conseiller à l'environnement, on appelle ça les conseillers d'État en Suisse, du canton de Genève, qui était à l'origine de la votation de 1974, était d'accord avec cette régulation. Il dit s'il y a trop de cerfs dans les bois de Versoix, cela peut aussi être mauvais pour eux-mêmes. Les risques de maladie s'accroissent, ainsi que le risque d'accident de la route. Bien. Donc, c'était envisagé. Mais, et moi, non pas à Landerneau, mais dans le canton de Genève et chez les bobos genevois et les amis des animaux, plein de Z partout, le Conseil d'État à l'environnement actuel annonce qu'il recule. Il ne régulera pas une dizaine de cerfs par an. Maintenant, il dit comprendre que, évidemment, il y a des problèmes liés à cette surpopulation de cerfs. Donc, il envisage des mesures alternatives au tir de régulation. Alors, je vous interdis de rire. Voici ces mesures. Améliorer les corridors écologiques. Évidemment, ils sont cantonnés dans une petite forêt. Le bois de Versoix, ça fait 530 hectares. Ouais. Ce n'est même pas une chasse française, d'accord ? Mais le problème, c'est que ces corridors écologiques, ils n'existent plus. Pourquoi ? Ils n'existent plus parce que Genève a interdit la chasse. Trop d'animaux, donc on a clôturé partout. Sur une petite surface comme celle de Genève, donc 10 000 hectares de culture, 3 000 hectares de forêt, on a déployé 70 km de clôture pour protéger forêt et champs. Donc si les corridors écologiques nécessaires à cette grande faune n'existent plus, c'est parce que la chasse n'existe plus. Et là, pour éviter de chasser, ou tout au moins de réguler, on veut rouvrir des corridors écologiques. C'est le serpent qui se mord la queue, c'est complètement délirant. C'est sûr. Il faudrait aussi, selon ce conseiller d'État, limiter la pollution lumineuse. Bon, pourquoi pas. Limiter la circulation motorisée dans certains secteurs. Et pourquoi pas établir des sanctuaires de cerfs. Le problème, c'est qu'on connaît tous l'espace vital nécessaire à un cerf. C'est au minimum 5000 hectares. Or, le bois de Versoix en fait 530. Donc, ce ne serait pas des sanctuaires, ce ne serait plus de la faune sauvage, on aurait un parc animalier, et c'est tout. Donc, oui, Genève est un mauvais exemple. Il est cité en permanence par les opposants à la chasse comme l'exemple type de ce qu'il faudrait faire. Le problème, c'est que ça ne fonctionne pas. On a été obligé d'engager des gardes de l'environnement pour faire de la régulation. On a été obligé de déployer 70 km de clôture, ce qui fragmente le territoire, ce qui interdit complètement la libre circulation de la grande faune. Enfin, bon, c'est complètement délirant. Ça coûte aussi certaines sommes aux contribuables genevois. Manu Piachot, que nous avons interviewé il y a quelque temps, qui est une grande connaisseuse de ce dossier, elle est scientifique, elle est suisse, elle a étudié le cas du canton de Genève, dit que ça coûte peu ou prou 1 million, 1,5 million par an. Alors, évidemment, sur le budget du canton de Genève, c'est ridicule, mais il faut le ramener non pas au budget du canton de Genève, mais à 13 000 hectares. Faites la transposition sur les surfaces chassables en France, ça coûterait des milliards aux contribuables. Et ce qui est amusant aussi, c'est que nos amis, les osos, les opposants à la chasse, se réjouissent qu'on ait déployé des clôtures pour protéger les cultures et les forêts, alors qu'ils s'insurgent contre les clôtures, qui sont déployées en Sologne. Alors, soyons clairs, je ne suis favorable aux clôtures ni en Sologne ni à Genève, mais l'incohérence de ces gens-là, alliés peut-être à un peu d'incompétence et à beaucoup d'hypocrisie, et d'idéologie, donne ces résultats-là. Bon, évidemment, la conclusion de tout cela, c'est que cette votation, votée par une majorité d'électeurs urbains, déconnectés de la nature et surtout complètement ignorants de l'équilibre agro-sylvo-synégétique, donne des résultats pitoyables, à tel point qu'on ne chasse pas. Oui, en effet, mais on régule. Et on voit actuellement à l'écran le tableau, source officielle, pas le tableau de chasse, mais le tableau de régulation de ces dernières années du canton de Genève. On y tire quand même plus de 500 sangliers, une trentaine de chevreuils, plus de 500 corvidés, 300 et quelques autres oiseaux, principalement des pigeons, bien entendu, qui s'abattent sur les cultures. Voilà, donc...
ce qui compte, ce n'est pas apparemment le bien-être animal, mais d'interdire la chasse, quitte à ce que les animaux soient quand même tués par d'autres. Voilà. Bon. Merci Denis pour ce point sur le canton de Genève. Denis, toujours avec toi, tu en as fait une publication cette semaine sur nos réseaux. Le présentateur Nagui s'en prend à nouveau aux chasseurs. Oui, je crois qu'il ne peut pas s'en empêcher. Toute occasion est bonne. Là, c'était lors d'une de ces émissions dont je ne connais pas le titre et dont je ne veux pas connaître le titre de toute manière. Il n'a pas pu s'empêcher de dire qu'en effet, les chasseurs tiraient sur tout ce qui bougeait et que lorsqu'ils voyaient un buisson bouger, c'était pire que Verdun ou Stalingrad et que le buisson était... Voilà. Quoi qu'il puisse y avoir dans le buisson. Bon, ça tombe mal, parce que rappelez-vous, c'est quand même Nagui, le même Nagui qui, il y a quelque temps, avait mimé le président Schrán en homme complètement ivre, disant ensuite que, évidemment, tous les chasseurs étaient des alcooliques. Il aurait peut-être mieux fait de s'épargner cette petite sortie, parce qu'un magazine dont j'ignorais l'existence, qui s'appelle Objeco, qui s'intéresse aux people du showbiz, vous imaginez que ce n'est pas ma lecture de chevet, donc a sorti un article, enfin si on peut appeler ça un article, disant que Nagui était très souvent abusé très souvent de la boisson. On voit le titre d'Objeco actuellement à l'écran. Bon, alors je ne veux pas faire une compétition, bien entendu, c'est un peu caniveau, mais je n'ai pas pu résister au plaisir de montrer cette petite chose-là et de m'insurger contre ces attaques dignes de la cour de récré. Je crois qu'il faudrait que Nagui mûrisse un petit peu. Voilà. Ouais, on change de consommation. Voilà. Mais arrête de s'en prendre à une partie des Français. Il ne s'en prendrait pas à une autre partie aussi, de façon aussi délibérée. Il est évident que le chasseur est une cible facile et sans danger. Attaquer les chasseurs n'est pas faire preuve de courage. Ça, c'est évident. Et pourtant, on voit des attaques tous les jours. Tu voulais nous parler également d'un sondage du Point, Denis. Oui, alors le Point s'est lancé il y a quelque temps déjà dans les sondages en ligne. Bon, ça sert à faire grimper la fréquentation de leur site internet lié au Point. Xème sondage sur la chasse du Point. Ils en font revenir un tous les 2 mois. À peu près, oui. Faut-il interdire la chasse au dimanche? Alors là, c'est toujours de toute manière lié à une possible interdiction de toute ou partie de la chasse. Là, le titre, c'était « Le gouvernement doit-il restreindre la chasse le dimanche ?» Bon, très honnêtement, je m'attendais à des résultats catastrophiques pour les chasseurs. Les résultats actuels donnent plus de 70% non. Il ne faut pas interdire la chasse, c'est simplement un petit 30% de oui. Donc je suis vraiment ravi que les chasseurs et les Français en général comprennent qu'évidemment, il faut continuer à chasser le dimanche. Ce qui est amusant, c'est pas ce sondage un petit peu, comme on dit dans le jargon des réseaux, un peu putaclic. Désolé de la vulgarité, mais ce qui est amusant, c'est la réaction de nos opposants. On voit à l'écran 2 réactions de l'ASPAS face à 2 sondages du Point concernant la chasse. Alors le premier, c'est « Faut-il interdire la chasse ?» et « En avant, participons ». Ça, c'est le bon sondage. Le second, qu'on voit en dessous, c'est le sondage dont je viens de parler, où les résultats ne sont pas ceux qu'ils espéraient. Et là, ils le disent bien, c'est un sondage bidon. Donc on voit la grande objectivité de ces gens-là. C'est assez remarquable. On n'avait pas d'illusion, bien entendu, mais c'en est encore une preuve. Voilà. On salue leur objectivité. Petit point sécurité chasse sur cette saison, Denis. Oui, alors bon, la saison n'est pas terminée, elle s'arrête au 30 juin, mais en termes, alors on va se limiter aux accidents mortels. En termes d'accidents mortels, nous étions à 5, nous sommes malheureusement à 6 depuis le week-end dernier. Alors, on ne peut pas dire que ce soit une bonne saison, puisqu'il y a encore eu 6 accidents mortels. Disons que c'est moins mauvais que l'année dernière et que la tendance est vraiment globalement à la baisse. Je rappelle quand même que depuis 20 ans, les accidents mortels ont baissé de 71% en ce qui concerne les accidents de chasse. Et en effet, le week-end dernier, lors d'une opération de régulation de corvidés, un jeune chasseur de 22 ans a été atteint par un tir à la tête et est décédé. C'est atroce.
Évidemment, nous transmettons toutes nos condoléances à sa famille, à ses proches. Une enquête est en cours, on ne peut pas en dire plus. Par contre, ce sur quoi on peut réagir, ce sont les tweets innommables, les réactions innommables, ignobles. Comme d'habitude, malheureusement, des opposants à la chasse, et en particulier de ceux qui sont des adeptes du parti animaliste. Le parti animaliste scrute tous les accidents de chasse et en fait des petits tweets ou des petits posts sur Facebook pour montrer que la chasse, comme le dit l'inénarrable Rigaud, est un problème mortel. Là, on voit à l'écran le tweet original du parti animaliste. Et on voit ensuite les réactions sur les 2 images suivantes des gens qui suivent le parti animaliste sur les réseaux. On voit là le niveau d'inhumanité atteint par ces gens-là. J'aime la nature, les oiseaux, les animaux, mais je n'aime pas l'homme, je n'aime pas le genre humain. C'est très très grave d'en arriver à ce niveau-là. En gros, il se félicite qu'un chasseur se soit fait descendre. Voilà. Heureusement qu'il ne joue pas au rugby contre moi. Oui, c'est sûr. Voilà. C'est vraiment triste de voir des réactions de ce type. Denis, une question me taraude. Oui. Peut-on chasser avec une moissonneuse-batteuse ? J'aimerais beaucoup. J'aimerais beaucoup essayer. D'abord, j'aimerais déjà beaucoup essayer Rien de piloter. qu'essayer une moissonneuse-batteuse. Essayer de piloter une moissonneuse-batteuse, parce que ça, il y a de l'engin. Là. Mais non, on ne peut pas chasser avec une moissonneuse-batteuse. Que se passe-t-il ? Se servir d'un engin agricole, quel qu'il soit, pour rabattre le gibier est interdit. Ça a été répété par un tribunal en Lorraine récemment. Ce sont des faits qui remontent à juillet 2017. Bon, la lenteur de la justice, on la connaît. Et le jugement vient de tomber. Un certain nombre de chasseurs s'étaient réunis et avaient décidé d'utiliser une moissonneuse-batteuse sur un champ pour rabattre en direction de la ligne des chasseurs. Le tribunal a jugé que non, on ne pouvait pas utiliser une moissonneuse-batteuse. D'ailleurs, on ne peut utiliser aucun véhicule à moteur au titre de l'article L428 du Code de l'environnement, dont on voit le début à l'écran, qui est assez long, mais que j'invite tous les chasseurs à consulter, parce que le petit rappel de la loi, même si on n'a rien à se reprocher, n'est pas inutile. Récemment, il y avait eu une autre affaire où des rabatteurs étaient à cheval. 1 ou 2 des rabatteurs étaient à cheval. Là aussi, c'est interdit. Voilà. Allez, qu'on le sache. pas de moissonneuse-batteuse et pas de chevaux. Non, voilà. Patrick, on passe à ta chronique en direct des réseaux. En direct des réseaux cette semaine, je commence par ce tweet d'une certaine Patricia Larivière qui nous dit que l'épidémie de Covid est pour elle une belle période de sa vie parce que, je cite, les boomers sont décimés et le prix de la viande devient inaccessible. Qu'en penses-tu, Denis ? Je pense que cet animaliste antispéciste, d'abord, en tant que boomer, je suis désolé de lui dire que je suis toujours là et que je continue à manger de la viande. Pas sûr qu'elle s'en félicite. Non, mais un tweet comme ça est la réponse à la question que posait Jean-Marie Digard dans son livre. L'animalisme est-il un antispécisme ? Un anti-humanisme. Un anti-humanisme, pardon. Oui, quand on voit ce genre de tweet, oui, l'animalisme est un anti-humanisme. Jean-Pierre Digard avait raison d'écrire ce livre, que je recommande à tout le monde d'ailleurs. C'est très intéressant, accessible, et pas très très long. Donc voilà, un livre, à mon avis, à avoir dans sa bibliothèque. Alors, toujours en direct des réseaux, la FNC a fait un tweet pour annoncer que le président Willy Schran, participera à Envoyé spécial ce jeudi avec Élise Lucet. Donc, je vais le signaler. Je vous laisse regarder. Ça risque d'être tendu, mais on verra bien ça jeudi. Toujours un petit tweet, ça rejoint ce que je disais il y a 2 émissions sur la forêt française. Oui. En fait, dans l'imaginaire de nombreuses personnes, et notamment des animalistes, la forêt française se réduit à peau de chagrin. Eh ben non, c'est l'inverse. Et quand on est sur le terrain, on s'en rend compte assez facilement. Les milieux se ferment et en fait, la forêt française actuellement, c'est ce que dit ce tweet, est au niveau de la forêt française au début du bas Moyen-Âge. Exactement la même surface.
La surface de la forêt française actuelle est le double de la forêt française en 1820-1830. Ah oui, même le double. Le D'accord. double, mais de 1830. Oui, bien sûr. Ouais. Au Moyen-Âge, la forêt était plus importante. Et enfin, pour terminer, ça rejoint ton histoire de moissonneuse-batteuse. Alors, on ne chasse pas en moissonneuse-batteuse, par contre, ça fait pas mal de dégâts au gibier, et notamment aux jeunes cervidés qui viennent d'être mis bas juste avant les moissons. Et il y a une bonne initiative que vous voyez là, qui est annoncée par France Bleu de la Fédération du territoire de Belfort, qui avec des drones thermiques va repérer les animaux. Alors, ils disent dans l'article, si vous le lisez, qu'on peut repérer un lièvre, mais ils se concentrent avant tout sur les faons pour, avant les moissons, enfin au moment où ça va moissonner, les repérer et les effaroucher pour qu'ils décampent et qu'ils ne soient pas fauchés par la moissonneuse. Belle initiative. Belle initiative, et c'est montré qu'en intersaison, quand on ne chasse pas, on s'occupe aussi des animaux. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Ça nous fait un enchaînement parfait avec tes brèves du chasseur, Denis, quelle coordination. Oui, on croirait que ça a été préparé. C'est faux. C'est faux. Oui, voilà, c'est ce que j'avais annoncé la semaine dernière. Les brèves du chasseur, j'aimerais montrer que les chasseurs ont deux vies. Il y a la vie de la saison de chasse, pendant laquelle nous sommes dans les bois, dans les forêts, dans les campagnes, avec nos fusils, nos carabines. Mais il y a aussi l'intersaison, saison pendant laquelle les chasseurs, en tout cas plus de la moitié d'entre eux, se dévouent pour améliorer les biotopes, les habitats, la campagne et les forêts. Donc je vais mettre à l'honneur pendant ces brèves des choses que je trouve dans la presse locale et qui montrent l'engagement, l'implication des chasseurs, l'implication bénévole, je le rappelle, eux, pas comme la LPO, pour améliorer la nature et l'environnement. Alors, dans un premier temps, là, ça j'ai beaucoup aimé. J'ai vu dans l'Indépendant qu'à Tauriz, les chasseurs, pour remercier un viticulteur qui leur prêtait des bois pour aller chasser, ont décidé d'aller l'aider à tailler ses vignes. Donc on a une dizaine ou une douzaine de chasseurs qui, en 2 jours, ont taillé les vignes que le viticulteur mettait 2 ou 3 semaines à tailler seul. Voilà, une bonne osmose, les chasseurs, les viticulteurs. Je trouve que c'est voilà, extrêmement agréable de voir ce genre de collaboration harmonieuse dans nos campagnes. Voilà. La deuxième brève, c'est pour féliciter un GIC, le GIC de la Lomagne. Alors, c'est dans la région Occitanie. La région Occitanie et la Fédération régionale de chasse d'Occitanie remettent chaque année un prix de chasse durable à des GIC ou des sociétés de chasse qui s'engagent pour l'environnement et pour que la chasse soit respectueuse de l'environnement. Donc chaque année, il y a un prix important, 2 000 €, ce qui pour un GIC ou une petite société de chasse peut permettre des investissements. Et cette année, c'est le GIC de la Lomagne qui l'a reçu pour son investissement dans la protection des lièvres et des plantations de haies aussi. On sait tous l'importance des haies dans les campagnes. Bon, voilà. Donc ce GIC était à l'honneur dans la presse locale. Bon, on le met à l'honneur dans notre émission. C'est 8 sociétés de chasse, un regroupement de 8 sociétés de chasse qui donc sont situées dans la région Occitanie. Bravo à eux. Eh oui, bravo. Continuons dans les bonnes actions. Là, je vais être beaucoup plus rapide parce qu'il y en a tellement qu'il est difficile de s'attarder sur toutes. Mais voilà, un petit peu dans le désordre. 40 ans, les chasseurs nettoient la baie de Weiss. Je pense que ça se prononce comme ça. À Saint-Just-sur-Dive, les chasseurs plantent des haies. À Vidoux, les chasseurs plantent 1200 arbres. Les chasseurs de la Diane Saint-Justoise se sont lancés dans une grande opération de nettoyage de la campagne. Ils ont ramassé évidemment des tonnes de déchets que les promeneurs du dimanche et certains indélicats laissent derrière eux. À Saint-Fond, en Haute-Loire, belle opération de plantation de haies en collaboration avec un collège. Et on voit d'ailleurs à l'image, là, la dernière image, les pauvres collégiens en Haute-Loire ont eu froid parce qu'on voit encore qu'il y a de la neige et on sent le vent, la bise. Ils sont emmitouflés, les pauvres. Mais ils étaient là toute la journée pour aider les chasseurs à planter des haies. Donc voilà, des
des initiatives comme ça, il y en a pléthore. Jamais la presse mainstream, la presse parisienne n'en parlera. Elle préférera donner la parole à Hugo Clément qui raconte d'énormes mensonges sur la forêt française sur France 5, chaîne de service public. Voilà. Ah oui, et une dernière. Je ne résiste pas au plaisir de vous montrer cette photo que j'ai trouvée alors sur les réseaux, sur Facebook. Un prêtre, on le voit, en grande tenue, en train de lire son missel, sa cartouchière autour de la taille et son fusil sur les genoux. Il attend le départ de la chasse en lisant son missel. Alors, ça se passe en Corse, dans les années 20. Image fabuleuse, que j'aime vraiment, vraiment beaucoup. Voilà. Un prêtre qui va à la chasse, avant ou après la messe, je ne sais pas. Ça me rappelle ce fameux ecclésiastique chasseur, le fameux abbé de Rancé, qui était un grand veneur du XVIIe siècle, qui un jour croisait un de ses amis, et cet ami lui demande « Mais où allez-vous » Et là, l'abbé de Rancé lui a répondu cette phrase qui est devenue célèbre « Ce matin, je vais prêcher comme un ange, et cet après-midi, chasser comme un diable. » Voilà. Bon, merci à vous deux pour vos lectures. Denis, avant de terminer cette émission, tu voulais mettre à l'honneur une lecture et un livre en particulier. Petit chapitre qui n'aura peut-être pas lieu toutes les semaines, mais enfin le livre de la semaine aujourd'hui. Alors ce n'est pas un livre récent, mais je suis retombé dessus dans ma bibliothèque et j'ai dit que ce livre, il fallait vraiment en parler. Alors il s'agit du livre d'un philosophe espagnol, José Ortega y Gasset, mon espagnol étant lamentable, je ne garantis pas l'accent, ce fameux livre qui s'appelle en français « Sur la chasse ». En espagnol alors je ne sais pas, ne me taquine pas. C'était un piège. Je suis tombé dedans. Donc José Ortega y Gasset, c'est un intellectuel, un philosophe, un sociologue, un homme de presse, un homme politique aussi, qui est né en 1883 à Madrid et qui est mort à Madrid aussi en 1955. Un de ses amis, le comte de Yebes, qui était un grand chasseur, avait écrit un livre, Mes années de grande chasse, et il voulait que José Ortega y Gasset écrive l'introduction. Et puis, le philosophe a pris le dessus sur l'ami, et l'introduction est devenue tellement importante que c'est devenu un ouvrage à part entière, qui a été édité en espagnol, dans pas mal de langues, et en français, il y a 15 ans seulement. Et c'est ce livre dont je voudrais vous parler aujourd'hui, de la chasse, ou sur la chasse, qu'il faut absolument, à mon avis, lire. Alors, c'est pas un livre facile, c'est un livre de philosophe, mais c'est extrêmement intéressant. C'est extrêmement intéressant parce que José Ortega y Gasset n'est pas chasseur. Donc il apporte un regard externe, un regard neuf sur cette pratique, et il s'interroge sur cette pratique aujourd'hui, en tant que philosophe. Qu'est-ce qui pousse l'homme à chasser aujourd'hui, enfin, dans les années 20, 30, mais quand même, puisque nous n'avons plus besoin de chasser pour nous nourrir. Donc, c'est extrêmement intéressant parce qu'il rend intelligible et il explique cette fameuse phrase que tous les chasseurs connaissent « Je ne chasse pas pour tuer, mais je tue pour avoir chassé ». Aujourd'hui, ce qui compte, ce n'est pas le fait de tuer l'animal, c'est le fait de chasser. Parce qu'on peut revenir bredouille d'une partie de chasse, mais on est content quand même. Donc c'est cet apparent paradoxe sur lequel s'attarde assez longuement José Ortega y Gasset dans ce livre, et il parle aussi de quelque chose qui est assez intéressant et qui permet d'apporter une réponse à pourquoi chasse-t-on aujourd'hui. Il a une phrase que j'aime beaucoup. Voilà ce qu'est vraiment la chasse. Un concours ou une confrontation entre deux systèmes d'instinct, celui de l'homme et celui de l'animal. Le problème, c'est que l'animal, lui, a conservé ses instincts, mais que Ortega y Gasset constate que l'homme en a perdu pratiquement la totalité de ses instincts, puisqu'il est un homme civilisé, urbanisé, installé dans une société. Comment l'affrontement des deux instincts, puisque l'homme en est dépourvu, peut-il se dérouler? Donc c'est extrêmement intéressant. Et pour José Ortega y Gasset, aller à la chasse, c'est retrouver ses instincts, c'est s'immerger dans la nature, retrouver des gestes et les sentiments des premiers chasseurs,
pour qui le gibier était si familier qu'ils le peignaient sur les murs de leur grotte, et de s'inscrire dans la chaîne de la prédation. Donc c'est très très intéressant. Il est absolument indispensable, à mon avis, de lire ce livre. Ça éclaire beaucoup, ça apporte beaucoup de réponses à des questions qu'on a en nous, dont on sait intimement quelles sont les réponses, mais qu'on n'arrive pas vraiment à formuler. José Ortega y Gasset les formule pour nous de manière remarquable. Donc c'est d'autant plus intéressant que voilà, on est dans une société actuellement où l'homme est de plus en plus artificialisé, et montrer que les chasseurs sont, eux, en phase et renouent avec la nature de par cette pratique, je trouve que c'est très intéressant. Donc voilà, à acheter. Merci pour ton conseil lecture, et tu aurais dû me corriger pour la prononciation du nom de l'auteur. Je m'en excuse. Je n'aurais pas osé. Je n'ai pas pratiqué l'espagnol. Moi non plus. D'où mon accent très français. Cette émission touche à sa fin. Je vous remercie de nous avoir suivis. Merci Denis, merci Patrick de m'avoir accompagné ce soir. Je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur nos réseaux Facebook, Instagram, Twitter, YouTube et sur notre site d'actualité j'aimelachasse.fr. N'oubliez pas également d'aller vous préinscrire pour notre salon sur le site salonjlc.com. On se donne rendez-vous dimanche prochain. En attendant, passez une excellente soirée et à bientôt.